paramètres à bord sont normaux. Et pourtant, elle tourne. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Anne. La dernière fois, tu nous as parlé d'un satellite qui porte un très joli nom, Early Bird, l'oiseau du matin, premier satellite géostationnaire de télécommunications. Et puis, en conclusion de l'émission, tu nous as dit que tu allais nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, puis ensuite passer au successeur. Eh bien, c'est relativement facile. Alors, Early Bird, il faut savoir que c'était un satellite qui était stabilisé par rotation. Ah ouais. La stabilisation par rotation, c'est quoi ? C'est extrêmement facile à comprendre. Le satellite est constitué de deux parties, une partie qui tourne et une partie qui est fixe. Ah, mais attends, comment on fait si c'est solidaire ? Oh, c'est simple. Tous, nous avons joué avec les fameuses toupies, ces fameuses toupies qui faisaient de la musique quand elles tournaient. Comment on les faisait marcher ? On appuyait sur l'axe de façon à lancer la toupie. On voyait le corps de la toupie qui tournait et l'axe qui restait vertical et qui ne bouge pas. C'est exactement ce qu'un satellite spiné, stabilisé par rotation, fait. Il y a la partie inférieure qui tourne et la partie supérieure qui ne bouge pas, de façon à regarder toujours le même point. Voilà. Et ça, c'est un peu le passé, parce que je crois qu'on est passé à une autre forme de stabilisation maintenant. Alors, on est passé à une autre forme de stabilisation, mais on y reviendra tout à l'heure. Il faut savoir que ce sont les Européens, les Allemands et les Français qui ont mis en orbite le premier satellite stabilisé 3 axes. Ça, c'est beau, ça. Alors, le 3 axes, c'est quoi ? Très facile. Tu fais de la photo. Et quand tu fais de la photo, tu as ton appareil devant les yeux. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux bouger d'avant en arrière de façon à cadrer ta photo. Ça, c'est un premier axe. Ensuite, tu peux bouger ton appareil photo à gauche ou à droite. C'est le deuxième axe. Et ensuite, quand tu as trouvé ta position avant-arrière, droite-gauche, tu peux tourner avec ton appareil photo sur ton axe. C'est le troisième axe. Eh bien, roulis, tangage, lacet. Ça, c'est vrai. Roulis, tangage, lacet. Et restons sur la manière dont c'est fait. C'est uniquement un satellite stabilisé 3 axes. Est un satellite qui fonctionne exactement comme lorsque tu veux faire une photo et la cadrer, et tourner. Voilà. Il n'y a plus du tout de satellites spinés maintenant ? Mais si, au niveau télécom, non. Donc, pour les satellites géostationnaires, la stabilisation est obtenue par les 3 axes. Quel est l'avantage par rapport aux spinés ? Par rapport au spiné, ça te permet d'avoir... d'abord, il faut un peu plus longtemps pour le monter sur son orbite, puisque maintenant, pour la stabilisation de 3 axes, on utilise des petits moteurs, soit des moteurs électriques, soit des moteurs bi-ergols, s'il faut un peu plus de temps. Mais le gros avantage, c'est que tu as une correction qui est quasi parfaite, une position qui est quasi parfaite de ton satellite. Parce que, bien évidemment, pour le faire tourner sur ces axes, le satellite, il a des petites tuyères qui sont sur la paroi verticale, orientées de manière à pouvoir le faire tourner sur son plan, le faire tourner à droite à gauche, et le faire tourner en rotation comme tu fais tourner ton appareil photo quand tu fais des photos. C'est vraiment une position, le 3 axes, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Alors, le premier satellite civil de télécommunications stabilisé 3 axes, c'était ? Symphonie. D'accord. Eh oui, c'était le satellite Symphonie. Et ce fameux satellite Symphonie, ça a une histoire aussi. Les Européens à l'époque, qui développaient la fusée Europa, n'ont pas voulu s'associer pour mettre les premiers satellites sur Europa. Et c'est les Français et les Allemands qui ont créé un projet commun qui s'est appelé Symphonie, qui devait être lancé sur Europa. Bon, le problème de ce projet Symphonie, c'est qu'il a été conçu de façon à être uniquement compatible avec Europa. Alors, tout le monde connaît le succès d'Europa, qui a été arrêté parce qu'on n'a pas eu un seul essai de la fusée. Tu nous rappelles ce que c'était qu'Europa, quand même ? Alors, Europa, c'était une fusée qui était faite par l'Agence spatiale européenne, développée avec l'Angleterre, l'Allemagne, la France, il y avait l'Italie aussi, et qui devait être le lanceur européen qui nous lançait tous les satellites de l'Europe. Bon, il se trouve que elle n'a connu que des échecs. Et le premier pas de tir Europa avait été construit à Kourou, spécifique Europa d'ailleurs, entre parenthèses. Et après l'arrêt du projet Europa,
Il ne restait plus au projet Symphonie que d'aller dire aux Américains « Bonjour messieurs les Américains, ça serait sympa si vous nous lanciez notre satellite Symphonie ». Pour les Américains, ils ont dit « Il n'y a pas de problème, on vous lance votre satellite, mais aucune utilisation commerciale. Vous en faites ce que vous voulez, un satellite scientifique, vous pouvez faire des essais avec, mais hors de question d'en faire un satellite commercial. » Puisqu'à l'époque, il y avait un monopole, c'était Intelsat qui tenait. C'était de bonne guerre. Oui, on peut faire confiance aux Américains pour parler de business. Et ce satellite Symphonie, le premier a été lancé en décembre 1974 et le deuxième a été lancé en septembre 1975. D'ailleurs, c'est très curieux, ces deux satellites, ça a été une réussite totale parce que c'était la première fois aussi que ce qu'on appelle le moteur d'apogée, c'est-à-dire celui qui amène le satellite à 36 000 km, on a parlé d'ergol, était bi-ergol. Et il y avait deux produits qui étaient dans le moteur, qui se consommaient, qui brûlaient, qu'on allumait comme un moteur de voiture où tu mets de l'air et de l'essence, ça brûle et ça fait marcher les pistons. Bon, là, il n'y avait pas de piston. Allumage des deux EAP et décollage vers 244. Les USA ont été extrêmement brutaux, mais c'est après qu'on s'est rendu compte de l'importance qu'a eu Symphonie, parce que les Français et les Allemands ont été suffisamment astucieux pour proposer, à titre d'expérience scientifique d'ailleurs, ce type de fonctionnement, l'utilisation de Symphonie. Ils l'ont proposé à la Chine, entre parenthèses, à l'Inde. De mémoire, il y avait le Japon qui a dû travailler avec Symphonie. Nous, ça a été pour les dom-toms, ça a été une expérience assez extraordinaire d'utilisation de Symphonie, et en particulier pour les transmissions de nouvelles médicales en Guyane. Il y a eu des expériences en Guyane et à La Réunion sur des informations de médecins qui étaient en brousse, qui passaient par Symphonie, qui redescendaient pour avoir des diagnostics extrêmement précis. And you see the bulb now will function in the manner of a normal valve to allow blood to come out of the heart into the aorta, but not to allow blood to go back. In the past, doctors had to come to Dr. DeBakey's operating theater to watch him work and to learn from him. And now with Early Bird, we have enlarged Dr. DeBakey's amphitheater to encompass the world. Mes amis, en français, que c'est un cas avec un sténose très grave de la valvule aortique. Nous avons remplacé The horizons of medical knowledge thus expanded by Early Bird, opening new ways of teaching and learning. Ça a été une très belle réussite, Symphonie au niveau expérimental, et qui a permis d'asseoir la compétence des industriels européens à faire ce type de satellite. Alors, ce type de satellite a énormément évolué, puisque tu nous as dit tout à l'heure, ou la dernière fois plutôt, que Early Bird pesait au sol 79 kilos au décollage, alors qu'en septembre 2022, Ariane a lancé depuis Kourou le plus gros satellite de télécom au monde et qu'il pesait plus de 6 tonnes. 6 tonnes 400 exactement, oui. Je reviens un petit peu parce que je crois que l'anecdote mérite d'être citée. Le poids des Américains pour nous interdire à toute autre entité spatiale de faire des satellites commerciaux a duré pour l'Europe en particulier jusqu'en 85. C'est-à-dire, ça a duré 10 ans quand même l'interdiction. Et il a fallu se bagarrer pour que la France, par exemple, construise son premier satellite de télécom et le mette en orbite. Ils en ont construit 3, les fameux Télécom 1A, Télécom 1A, Télécom 1B et Télécom 1C, qui appartenaient à France Télécom d'ailleurs à l'époque, parce que c'est eux qui avaient financé, et qui ont été lancés. Télécom 1A a été lancé, nous allons rajeunir, a été lancé en août 1984 avec le vol 10 d'Ariane. Et nous sommes au vol, je ne sais pas combien, 260 je crois. Voilà. Alors pour venir ce gros satellite, qui est un satellite qui a été commandé par Eutelsat, qui est l'organisation, enfin qui est une société qui a des satellites de télécom en l'air et qui vend ses produits. Il fait 6 tonnes 400 et il a été lancé, donc, ce que tu disais tout à l'heure, au mois de septembre 2022. Entre Early Bird, premier satellite commercial, et ce fameux satellite qui s'appelle Connect, d'ailleurs, K-O-2-N-E-C-T, ou VHTS. Là, je vais essayer d'être très bon. Je vais dire ce que ça veut dire, cet acronyme en anglais. Very High
Throughput Satellite. J'ai été bon là quand même. Hein. Ah Merci Anne. Donc ce gros satellite, ce qui prouve l'indépendance maintenant de l'Europe, est un satellite qui a été uniquement construit en Europe sur une plateforme qui est développée par Thales Alenia Space, hein, qui marche d'ailleurs fort bien, mais c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. Et d'ailleurs, contrairement au premier satellite qui était construit en double exemplaire pour servir de secours, les satellites maintenant ne sont plus construits qu'en un seul exemplaire. Sauf pour les constellations, bien évidemment, GPS ou autres constellations militaires. Mais le Connect, le lanceur serait planté, il n'aurait pas fonctionné là-haut, il n'y avait pas un deuxième Connect qui était prêt à être lancé. Mais ça fait un rapport de 47, je ne sais pas si tu avais noté. Oui, c'est énorme. Hein. C'est énorme, mais je crois qu'il y a une autre remarque que l'on peut faire, c'est que le poids des satellites a été multiplié par 47, mais si on regarde les lanceurs, le rapport de poids des lanceurs n'a pas été multiplié par 47. Si tu regardes Ariane 1, qui a été lancé donc en novembre 1979, c'était 210 tonnes au décollage et qui était capable de satelliser 1,83 tonne. 3, 2, 1, feu! Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussé par les 250 tonnes des 4 moteurs de son premier étage. Une ascension verticale impeccable que l'on peut suivre grâce aux 12 caméras de télévision. Car pour la caméra couleur, le lanceur avait disparu dans un nuage. Je le répète, l'ascension que l'on peut suivre grâce à des caméras de 6 mètres de focale est tout à fait normale. Les à-coups que l'on voit sont dus à l'opérateur de la caméra et non pas à la fusée elle-même. Alors je passe sur les différents modèles Ariane 2, Ariane 3, Ariane 4, parce que bon, c'est une croissance relativement géométrique d'ailleurs. Mais Ariane 5, c'est 780 tonnes au décollage, qui est capable de mettre 10 tonnes en orbite géostationnaire et 20 tonnes en orbite basse, 21 tonnes je crois d'ailleurs exactement. Et si Ariane 6, qui va arriver dans les mois qui viennent, et qui a 2 versions avec 2 propulseurs d'un point au code propulseur, ce sont des lanceurs qui passent au décollage entre 530 et 860 tonnes, donc plus lourd que Ariane 5, qui était un gros lanceur. Le nouveau lanceur Ariane 6 va être capable de mettre de l'ordre de 6 tonnes 45 pour le plus faible en orbite géostationnaire, 15 tonnes en orbite basse pour la plus petite version. Et les plus grosses versions, on va se retrouver avec des satellites de 12 tonnes en orbite géostationnaire et de l'ordre de 22-23 tonnes en orbite basse. Donc le rapport n'est pas le même. On est passé de 1,83 tonne satellisable à 11 tonnes. Donc on est multiplié uniquement par 1,8 pour aller jusqu'à... Ça, c'est une bonne question, tiens. Tu ne veux pas faire la division ? Non, bon, d'accord. C'est toi qui es le champion du calcul mental. Hein. Oui, alors d'accord. Alors, je suis d'accord avec toi. 15 divisé par 1,8, divisé par 2, ça fait 7,5. C'est un rapport de 8,5 à peu près. Bravo. Merci. Mais est-ce qu'il ne serait pas... On vient beaucoup de parler des satellites de télécommunication. Bon, ils ont eu droit à un bel honneur. Et je me demande si on ne pourrait pas profiter de cette chronique sur les satellites pour changer carrément de sujet et terminer nos chroniques satellites par les satellites scientifiques. Parce que là aussi, il y a des exploits spatiaux, je ne parle pas au niveau lanceur, mais au niveau des satellites eux-mêmes, qui sont absolument, je dirais, phénoménaux. De par les expériences qui sont montées, de par ce qu'elles nous apportent à nous actuellement. Qu'est-ce que tu en penses ? On pourrait peut-être prévoir ça après la pause de l'été. On prévoit ça à la rentrée ? On prend rendez-vous à la rentrée. Alors rendez-vous à la rentrée. Et on parlera des satellites scientifiques. Ok. Ok. Au revoir Anne. Au revoir Jean-Pierre.